Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant, les liens entre la langue française et le genre. Bonjour, oui, un sujet complexe et très actuel. Absolument. Et pour nous éclairer, on s'appuie sur un entretien vraiment riche avec Charles Dupont. Il est prof de français, chercheur aussi, spécialiste de ces questions. Oui, il a publié Les mots du genre, un ouvrage qui a fait pas mal de bruit, et il est actif dans l'asso Langue et Égalité. C'est ça. Alors, notre objectif ici, c'est pas juste de, comment dire, de survoler. On veut vraiment essayer de comprendre comment notre langue, le français qu'on parle tous les jours, comment elle reflète, mais aussi comment elle façonne nos idées sur le masculin, le féminin et tout ce qui peut exister entre ou au-delà. Aller au-delà des clichés, en somme. Exactement. Bon, décortiquons ça. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous aider à définir un peu ce champ d'études? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, étudier la langue et le genre? Et pourquoi ça fait autant parler en ce moment? Volontiers. Alors, au départ, il y a la linguistique, l'étude du langage, les mots, la grammaire, la syntaxe, mais aussi des choses plus subtiles, l'intonation, le rythme, même le langage corporel, quoi. D'accord. Et la sociolinguistique, qui est vraiment le domaine de Dupont, elle va un peu plus loin. Elle regarde comment tout ça change, comment ça varie, selon les groupes sociaux, l'âge, l'origine et bien sûr le contexte. Avec qui on parle, de quoi on parle. Mhm. Et quand on ajoute le genre là-dedans, on essaie de comprendre comment la langue est un miroir, oui, mais aussi un moteur. Comment elle transporte, consciemment ou pas, les stéréotypes. Elle les véhicule en quelque sorte. C'est ça. Comment elle peut renforcer des hiérarchies ou, à l'inverse, comment elle peut devenir un outil pour questionner les normes sur les hommes, les femmes, et puis les personnes qui se sentent pas forcément dans ces cases binelles traditionnelles. Donc si je comprends bien, la langue, c'est pas juste une étiquette qu'on colle sur les choses. C'est plus une force active qui modèle notre façon de voir. C'est exactement ça. On sous-estime souvent, je crois, la puissance du langage. Prenez l'exemple que Dupont cite souvent, celui de l'annonce à la naissance. Ah oui, Dire « c'est une fille » ou « c'est un garçon », c'est pas juste un constat biologique. C'est assigner une catégorie sociale. Et avec ça, tout un package d'attentes, de normes, de projections, qui pèsent dès le début de la vie. c'est vrai, c'est très fort comme premier acte de langage. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette puissance, elle a deux côtés. La langue peut exclure, rendre invisible. L'exemple classique, Dupont en parle aussi, c'est l'usage du masculin dit générique. Oui, le fameux les auditeurs pour parler à tout le monde. Exactement. Même si la grammaire le permet, ça a tendance à gommer la présence des auditrices. Et c'est de là que viennent toutes ces recherches de langage inclusif, genre les auditeurs RIS, ou trouver d'autres mots pour que tout le monde se sente visible. On touche là à des débats assez vifs d'ailleurs sur l'écriture inclusive. Tout à fait. Et Dupont le souligne bien dans l'entretien. Ces débats montrent que la langue, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est un lieu de négociation sociale, en fait. Mm. Et puis, il y a l'impact direct, parfois brutal, des mots. Les insultes sexistes, homophobes. La langue est utilisée pour blesser, pour rabaisser, pour assigner une place inférieure. Malheureusement, oui. Mais à l'inverse, et ça, c'est vraiment un point clé pour Dupont, la langue peut être un outil d'émancipation incroyable. Choisir ses mots, choisir ses pronoms, c'est affirmer qui on est, c'est reprendre le pouvoir de se définir soi-même. Une forme de libération, quoi. Cet impact des mots, oui, on le sent bien. Et ça m'amène tout naturellement aux stéréotypes de genre liés à la façon de parler, ceux que Charles Dupont examine de près. On a tous un peu ces idées en tête, non? Les femmes parleraient plus doucement, plus poliment, en hésitant, avec des peut-être, des un petit peu. Mhm. Alors que les hommes, eux, seraient plus directs, plus forts dans leur ton, ils interrompraient plus. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce que la recherche, celle que rapporte Dupont, nous dit vraiment sur ces clichés? Alors oui, c'est un gros morceau de l'entretien. Et la réponse de Dupont, qui s'appuie sur pas mal d'études, elle est assez claire. La réalité est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Ces images d'Épinal, elles tiennent pas vraiment. Ah bon? Il insiste beaucoup sur le fait que notre façon de parler dépend bien plus du contexte. Avec qui on est, de quoi on parle, dans quel but, quel est le rapport de pouvoir. Ça joue beaucoup plus que juste être un homme ou une femme. D'accord, c'est le contexte qui prime. En grande partie, oui. Et pour démonter un peu ces stéréotypes, il cite des recherches assez parlantes. Par exemple, une étude américaine sur des groupes d'ados, des garçons. Contrairement à l'idée que les mecs parlent que de trucs sérieux, ces ados passaient un temps fou en conversation informelle. Ils échangeaient des potins, des ragots, parlaient de leurs relations.
Des sujets qu'on étiquette souvent comme féminins, en fait. Exactement. Ça bouscule déjà pas mal l'image du mec silencieux ou juste compétitif. C'est sûr. Et dans l'autre sens, une autre recherche, en Californie cette fois, avec des adolescentes. Elle montrait qu'entre elles, elles pouvaient utiliser un langage très direct, parfois même assez cru, avec des insultes amicales, des taquineries un peu rudes. Donc loin du stéréotype de la fille toujours douce et polie. Voilà, on est loin de cette image lisse. Et ce n'est pas tout. Dupont mentionne aussi des travaux qui montrent que les hommes, dans plein de situations, au boulot, entre amis, adoptent des styles de conversation très coopératifs. Ils écoutent activement, posent des questions pour montrer qu'ils s'intéressent, partagent leurs expériences pour créer du lien. Des stratégies qu'on associe souvent, à tort, uniquement aux femmes. C'est ça. Des stratégies jugées féminines, mais qui sont en fait juste humaines et efficaces dans beaucoup de contextes. Donc cette idée d'une parlure typiquement masculine et d'une autre typiquement féminine, ça tiendrait pas vraiment la route selon Dupont. C'est trop simple. C'est précisément sa conclusion, oui. Basée sur tout un faisceau de preuves de la sociolinguistique. Il n'y a pas une seule façon de parler pour les hommes et une seule pour les femmes. C'est beaucoup plus varié. Il y a une immense palette de styles, de stratégies qu'on utilise tous et toutes. En fonction de la situation, donc. Oui, de notre personnalité bien sûr, mais surtout de la situation, où on est, quand, notre statut, celui des autres, la culture ambiante. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point nos attentes, nos stéréotypes nous rendent un peu sourds à cette diversité réelle. On entend ce qu'on s'attend à entendre, en quelque sorte. Un peu, oui. Dupont suggère qu'on est plus influencé par l'idée qu'on se fait du genre dans la communication que par la communication elle-même. En pratique, la langue est bien plus souple, plus créative que ce que les clichés laissent penser. C'est une vision beaucoup plus dynamique, moins figée, c'est vrai. Mais alors, des personnes dont l'identité ou l'expression de genre, justement, sort de ces cases binaires. Dupont aborde ça dans l'entretien. Il parle du langage chez les hommes homosexuels et chez les personnes transgenres. Comment la langue devient un enjeu particulier pour elles? Ah oui, c'est un point crucial qu'il explore. Parce que là, on voit vraiment la langue non plus juste comme un reflet, mais comme un outil de construction active de l'identité, parfois même de résistance. Hmm. Pour les hommes homosexuels, il cite des recherches qui montrent des usages linguistiques souvent très créatifs. Certains vont jouer avec des intonations, des mots, des tournures de phrases parfois associées au féminin dans les stéréotypes. D'accord. Mais ce n'est pas passif. Il combine ça souvent avec de l'humour, de l'ironie, parfois un langage très direct, des mots forts. Ça crée un style verbal unique, une sorte de signature. C'est une façon d'affirmer une identité singulière, en décalage assumé avec les attentes de la société hétéronormée. Une sorte de bricolage linguistique pour se créer une voix propre? On peut dire ça comme ça, oui. Une réappropriation, un détournement des codes pour dire qui ils sont. Et pour les personnes transgenres, alors là, l'enjeu linguistique est encore plus central, souvent vital. J'imagine, oui. Le choix des mots pour se désigner, et pour être désigné par les autres, c'est fondamental. Utiliser le bon prénom, les bons pronoms, il, elle, ou, comme le mentionne Dupont, ce pronom neutre, il, qui essaie de se faire une place. Oui, malgré les débats. Voilà. C'est une question de reconnaissance de base de son identité de genre. Pour beaucoup de personnes trans, entendre le bon pronom, c'est se sentir vu, respecté, validé dans ce qu'elle est. Et à l'inverse, être mégenré, qu'on utilise de mauvais genre, ça peut être vécu comme une vraie violence, une négation. C'est un poids énorme. Absolument. Dupont insiste là-dessus. La langue ici, c'est pas un détail, c'est un levier essentiel pour s'affirmer, pour exister socialement, psychologiquement. Il parle d'une conquête de liberté par les mots. On mesure bien là, oui, le poids des mots, leur capacité à inclure ou blesser, reconnaître ou nier. D'ailleurs, Dupont dit dans l'entretien que toutes ces recherches, toutes ces réflexions ont eu un impact concret sur sa propre façon de communiquer et peut-être encore plus d'écouter. Ça pose la question pour nous tous, en fait. Comment cette prise de conscience des liens langue-genre peut nous amener à, peut-être, ajuster nos habitudes, nos interactions de tous les jours? Oui, c'est un peu le « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et Dupont propose quelques pistes très concrètes tirées de sa réflexion. Si l'on replace cela dans une perspective plus large, son premier conseil, c'est simple mais essentiel. Pratiquer une écoute vraiment attentive. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment attentive? Ça veut dire essayer d'entendre ce que la personne dit vraiment, sans coller tout de suite nos filtres, nos préjugés, nos stéréotypes de genre sur ce qu'elle dit ou comment elle le dit. Écouter pour comprendre, plutôt que pour juger ou classer.
Moins d'a priori, plus d'ouverture? C'est ça. Ensuite, il parle d'un truc très fréquent dans les groupes AVIR, les interruptions. La recherche montre, et Dupont le rappelle, que les femmes, et aussi les personnes perçues comme moins légitimes, sont statistiquement plus souvent interrompues. Ah oui, c'est vrai. Donc il suggère de faire un effort conscient, essayer de ne pas couper la parole, de laisser l'espace à chacun, chacune, de finir sa pensée. L'écoute active et un partage plus juste du temps de parole, c'est déjà pas mal. Oui, et c'est pas juste de la politesse, c'est du respect, c'est reconnaître la valeur de la parole de l'autre. Après, évidemment, Dupont encourage à réfléchir à un langage plus inclusif. Le fameux langage inclusif. Oui, sans forcément ton de lit dans toutes les formes d'écriture inclusive qui sont parfois complexes ou qui font débat. Mais faire des choix conscients, préférer tout le monde, les personnes présentes, plutôt que tous, utiliser des mots neutres comme le personnel enseignant plutôt que les professeurs, ou des formulations comme les amis et amis, ou, si on est à l'aise, les étudiants, étudiantes avec le point médian. Ce sont des petits ajustements en fait. Ce sont des signaux, dit Dupont, des façons de montrer qu'on fait attention à la représentation de toutes et tous. Ça demande une certaine vigilance au début, c'est sûr, pour changer les automatismes. J'imagine, oui. Et son dernier conseil, qui est peut-être le plus direct, oser la curiosité respectueuse. Si on a un doute sur comment une personne veut être appelée, quel pronom elle utilise, le plus simple, c'est souvent de demander, gentiment bien sûr. Directement. Oui, comment tu préfères que je t'appelle? Quel pronom tu utilises? Dupont souligne que ces questions, posées avec tact, sont souvent bien reçues. Ça montre qu'on se soucie de l'identité de l'autre. Ce sont, comme il dit, des micro-actions, mais qui peuvent avoir un impact énorme sur le sentiment d'être reconnu. Des petits pas qui, mis bout à bout, peuvent vraiment changer la donne dans nos échanges. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on devait résumer les points clés de cet entretien avec Charles Dupont sur la langue et le genre, Je dirais qu'il y a 3 choses importantes à retenir. Premièrement, et c'est peut-être la base, la langue n'est jamais neutre. Jamais. Même quand on croit juste décrire le réel, nos mots sont pleins d'histoires, de cultures, de présupposés, notamment sur le genre. Elle participe à construire notre réalité sociale. d'accord, langue pas neutre. Deuxièmement, les stéréotypes sur les façons de parler masculines ou féminines, ils sont tenaces, oui, mais ils sont souvent faux, ou en tout cas très réducteurs. La recherche montre une diversité énorme des pratiques qui dépendent bien plus du contexte que du genre assigné. Faut se méfier de ces généralisations. Ok, attention aux stéréotypes. Et troisièmement, la langue est un outil hyper puissant. Elle peut enfermer, mais elle peut aussi libérer. C'est un levier essentiel pour affirmer son identité, surtout pour les personnes qui sortent des normes de genre classiques. Et c'est aussi, au quotidien, un moyen concret de construire des relations plus égalitaires, plus respectueuses, par des choix conscients dans notre façon de parler et d'écouter. Langue active et non neutre, stéréotype à déconstruire et potentiel émancipateur du langage, c'est une synthèse très claire. Et pour ouvrir un peu la réflexion, pour pas juste fermer la porte, Dupont termine son entretien en parlant d'un coup de cœur culturel. C'est un spectacle de danse de Camille Dubois, qui s'appelle Libre comme l'air. Ah oui, Oui, il décrit ça comme une pièce qui, par le mouvement, le corps, l'humour, la poésie, joue magnifiquement avec les codes du masculin et du féminin, les détourne, les réinvente. intéressant. Et cela soulève une question importante. Au-delà des mots, comment d'autres formes d'expression, la danse là, mais aussi l'art, la mode, la musique même, comment on organise l'espace, comment tout ça participe aussi à questionner ou au contraire à renforcer les normes de genre dans notre société. Bonne question, oui. Et peut-être, pour revenir à nous, maintenant qu'on a un peu éclairé ces mécanismes linguistiques, comment cette conscience peut changer notre oreille, transformer notre perception des conversations de tous les jours, au boulot, en famille, entre amis, voilà, de quoi continuer à observer, mais à réfléchir.